Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat électoral fédéral pour la circonscription d'Argenteuil-La-Petite-Nation. Je suis Francis Legault, journaliste au journal L'Argenteuil, et j'aurai l'honneur d'être votre animateur pour cette émission. Le 28 avril prochain, vous aurez à choisir entre 6 candidats pour vous représenter à la Chambre des communes d'Ottawa pour les 4 prochaines années. Ce soir, vous verrez 4 de ces 6 candidats prendre part à notre débat télévisé. Ces candidats présents sont, en ordre alphabétique, Mme Bertha Fuchsman-Small du Parti vert du Canada, M. Martin Héroux du Bloc québécois, M. Stéphane Lauzon du Parti libéral du Canada et M. Michel Velt du Nouveau Parti démocratique. Veuillez noter que M. Martin Charon, candidat du Parti conservateur du Canada, avait dans un premier temps accepté l'invitation de la TVC à prendre part à ce débat. Cependant, il y a près de 48 heures, soit le soir du 15 avril dernier, il a contacté la TVC pour indiquer qu'il devait se retirer de notre émission en raison d'une directive émanant de sa formation politique qui lui interdirait de prendre part à tout débat dans le cadre de cette campagne électorale. Veuillez également prendre note qu'il y a une 6e candidate à cette élection. Il s'agit de Mme Lindsay Terrien du Parti populaire du Canada. Pour des raisons logistiques, la TVC d'Argenteuil a choisi d'inviter à ce débat uniquement les candidats dont les partis étaient représentés à la Chambre des communes au moment de sa dissolution. Nous allons toutefois vous présenter durant cette émission une capsule mettant de l'avant Mme Terrien afin que vous puissiez avoir un aperçu de sa plateforme électorale. Au cours des prochaines heures, vous verrez donc les 4 candidats mentionnés plus haut débattre entre eux de leurs idées. Ils répondront également à des questions portant sur divers enjeux et devront aussi trouver réponse à des interrogations des électeurs. Nous espérons qu'au terme de cette soirée, vous pourrez exercer votre droit de vote en étant plus éclairé sur les valeurs que représente chacun des candidats. Voici maintenant le déroulement de la soirée. Tout d'abord, chacun des candidats se présentera à la caméra. Par la suite, nous enchaînerons avec des questions portant sur différents thèmes. Les candidats devront alors répondre à tour de rôle à chacune de ces questions. Nous prendrons ensuite une pause et au retour, nous entrerons dans la partie débat à proprement parler, alors que chaque candidat pourra poser à tour de rôle une question à chacun de ses adversaires. Après ce débat, nous prendrons une nouvelle pause, puis nous poursuivrons avec une série de questions provenant du public. Nous terminerons avec un mot de la fin de chacun des candidats. Débutons donc avec la présentation des candidats. Chacun d'entre eux aura 1 minute pour se présenter et présenter ses idées. Nous avons effectué un tirage au sort avant le début de cette émission pour déterminer l'ordre dans lequel les candidats prendront la parole. Et c'est à M. Michel Velt de commencer. Bonjour, mon nom est Michel Velt, je suis le candidat du Nouveau Parti démocratique, ici dans Argenteuil-La-Petite-Nation. Moi, je suis né en France, j'ai émigré avec ma famille à l'âge de 14 ans, et par la suite, toute la famille s'est installée à prospérer ici. Je suis médecin, obstétricien-gynécologue. J'ai eu le bonheur de travailler et de vivre en Abitibi, puis plus tard à Montréal surtout, mais aussi en Haute-Mauricie. Je connais bien les régions du Québec, les défis d'y vivre. Toute ma vie, je me suis battu pour les droits des femmes, pour l'amélioration des soins de santé en région. Il y a 25 ans, j'ai acquis une propriété ici, au nord de la Chute, et j'y passe le plus de temps possible. Au fil des ans, j'ai voulu m'impliquer pour les gens d'ici, pour que tout le monde ici puisse vivre dignement, puisqu'il y a des bons emplois, une bonne agriculture, des bons services publics, surtout pour les plus vulnérables. C'est pour ça que je me présente pour le Nouveau Parti démocratique en 2021 et 2025. Monsieur Velt. Le prochain à prendre la parole est M. Stéphane Lauzon. Bien, bonsoir. Depuis 10 ans, j'ai l'honneur de vous représenter à la Chambre des communes. Vous me connaissez, vous savez que je suis un gars d'action et qu'ensemble, on a accompli beaucoup de choses pour les communautés d'Argenteuil, la petite nation. Il reste beaucoup à faire, mais les défis actuels sont d'une gravité sans précédent et vont bien au-delà des limites de notre circonscription. Nous avons besoin d'un gouvernement fort et d'un député qui maîtrise pleinement ces dossiers. Je m'engage à travailler fort pour qu'ensemble, nous traversions cette crise imposée injustement par Donald Trump. Je vous offre la stabilité, la compétence et la force de notre gouvernement sous notre chef Mark Carney pour un Canada fort. En tant que membre de son équipe, je peux vous dire que nous sommes en position de force sur l'échiquier mondial et que nous sortirons vainqueurs de cette crise économique. Je crois au plein potentiel du Canada, du Québec, de nos communautés, de nos entreprises et de nos producteurs agricoles et de nos citoyens. Ensemble, nous sommes plus forts. Lauzon. La minute est écoulée. Au tour maintenant de Mme Bertha Fuchsman-Small.
Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Bertha Fuchsmann-Small et je suis ici pour démontrer le respect. Je respecte l'environnement qui nous soutient tous et j'ai des soucis pour le monde qu'on va léguer à nos petits-enfants. Je respecte mes concitoyens tous, les Autochtones ici depuis toujours, les nouveaux arrivants, les pauvres, les handicapés. Dès qu'on abandonne les plus vulnérables, ça nous diminue tous. Je respecte les faits, la science, la recherche, pas les slogans faciles ou des clips de Facebook. Pour prendre des décisions sages, on a besoin de faits et de considérations calmes. Je suis fière d'être grand-mère, fière d'être mère, fière d'être omnipraticienne, fière d'être immigrante depuis 50 ans et fière d'apporter un peu d'espoir à tout le monde. Merci. Merci, Mme Fuchsmann-Small. Maintenant, au tour de M. Martin Héroux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Argenteuil, la petite nation. Martin Héroux ici, représentant du Bloc québécois. Alors, je suis né, moi aussi, en région et j'ai immigré dans le coin ici. Je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, comme M. Welt a fait un petit bout là-dedans aussi. Je suis fils d'entrepreneur, donc fils de boulanger, et j'ai fait des études en radio-télécommunication et également en interprétation théâtrale. Donc, j'ai une formation que j'ai prise d'ailleurs ici à Sainte-Thérèse. Donc, j'ai fondé des théâtres, j'ai fondé 3 théâtres un peu partout ici au Québec, dont un qui fonctionne encore, le Tandem à Rouyn-Noranda. Donc, je suis actif aussi au PQ et au Bloc québécois depuis longtemps. J'ai une carrière de 36 ans où j'ai écumé les villes du Québec un peu partout en tournée. Je connais bien les régions, j'adore les régions. Je suis ici dans le coin, pas loin, là, à Sainte-Anne-des-Lacs, depuis une quinzaine d'années, en fait. Alors, je suis social-démocrate et je m'engage au Bloc québécois pour mes enfants et pour l'environnement et pour, évidemment, être représenté correctement. Merci beaucoup, M. Héroux. Merci. C'est ce qui termine l'introduction de nos candidats. Nous enchaînons maintenant avec une série de questions portant sur divers enjeux. Chaque candidat devra répondre à tour de rôle aux mêmes questions. Ils auront à chaque fois 30 secondes pour répondre. Et la première question porte sur le thème de l'environnement et l'agriculture. Avec les menaces tarifaires américaines, portant notamment sur l'énergie, certains voudraient relancer des projets de pipeline et gazoducs entre l'Ouest canadien et la côte Est. En 2014, des discussions avaient eu lieu pour la construction d'un nouveau pipeline qui aurait traversé la MRC d'Argenteuil. Ce projet a été annulé. Cependant, la canalisation 9B d'Enbridge traverse déjà la région. Il serait possible qu'un nouveau projet de conduite emprunte un tracé similaire à celui-ci. Si vous êtes élu, quelle décision allez-vous prendre si un nouveau projet de pipeline est proposé? Monsieur Michel-Vett, vous êtes le premier à répondre à cette question. Je pense que d'emblée, c'est une mauvaise idée d'investir dans des pipelines et dans l'extraction du gaz et du pétrole. Avec les changements climatiques, avec la transition énergétique, la consommation doit diminuer. Il faut laisser plus de pétrole dans la terre et des investissements importants qui vont prendre des dizaines d'années à se faire. On va arriver à un moment où la production et les demandes vont diminuer. On est beaucoup mieux d'investir dans des énergies renouvelables pour la transition énergétique et pour la... Merci beaucoup, Monsieur Welt. Au tour maintenant de Monsieur Stéphane Lauzon de répondre à la question. Bien, évidemment, nous voulons miser sur l'abondance de la diversité des ressources. Pour faire face aux tarifs, il faut être meilleur au Canada. Il faut ramener l'économie chez nous. On veut faire du Canada une superpuissance énergétique. C'est important qu'on soit à l'échelle mondiale. On veut développer à la fois des énergies propres. Il y a des façons de faire meilleures aujourd'hui et traditionnelles aussi et les moins polluantes possibles. Merci beaucoup, M. Lauzon. Autour de Mme Bertha Fuchsmann-Small. Merci. Je suis complètement contre les nouveaux développements pour les industries pétrolières, pipelines ou oléoducs. Je pense que nous sommes déjà actuellement dans une crise climatique et on ne doit pas ajouter le carbone dans l'atmosphère. Je pense que pour avoir de l'énergie plus sûre, ce qu'on a besoin, c'est par exemple un réseau électrique robuste à travers le pays. Merci, Mme Fuchsmann-Small. Autour maintenant de M. Martin Héroux.
Au Bloc québécois, les éléodiques, on n'en veut pas. On n'en veut pas pour plusieurs raisons. La principale, évidemment, c'est environnementalement parlant. On n'en veut pas nous, mais on n'en veut pas. Nos enfants n'en veulent plus non plus. Oui, une puissance énergétique, M. Lauzon disait, mais une puissance énergétique qui va prendre son énergie ailleurs que dans les énergies fossiles. Il faut évoluer là-dessus. On nous promettait d'évoluer là-dessus au niveau libéral et c'est le contraire qui est arrivé. On a acheté des pipelines au Canada. Donc, on est totalement contre. Allons ailleurs, allons vers l'énergie propre, l'électricité et l'éolien. Merci beaucoup, M. Héroux. La prochaine question porte sur les familles et aînés. La circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation compte une population vieillissante. Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, publiées en janvier dernier, près de 27 de la population de la MRC d'Argenteuil et 28,5 de celle de Papineau est âgée de plus de 65 ans. Toujours selon cet organisme, le revenu individuel médian des 75 ans et plus était significativement moins élevé que celui des 65 à 74 ans. Qui plus est, les données de Statistique Canada montrent qu'en 2022, le revenu annuel moyen des femmes de 65 ans et plus était près de 30 inférieur à celui des hommes du même âge. Quelles mesures comptez-vous prendre afin d'améliorer la situation économique de tous les aînés? Et c'est à M. Stéphane Lauzon de répondre en premier. Bien, merci de me poser cette question. Je pense que pour les aînés, on a déjà pris notre place. On a commencé par réduire l'âge d'admissibilité de 67 à 65 ans. Les plus vulnérables, c'était les 75 ans et plus. Donc, on a augmenté la pension des vieillesses pour les 75 ans et plus de 10 %. Et maintenant, aujourd'hui, on va réduire de 25 % le minimum à retirer des fonds enregistrés du revenu de la retraite. On va aussi augmenter le supplément de revenu garanti de 5 % pour les aînés les plus vulnérables, ce qui va donner 650 000 $ de plus dans les poches des aînés. Au tour maintenant de Mme Fuchsman-Small. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux soucis principaux pour les aînés. Un, c'est du côté santé, un, c'est du côté de revenus. Et je pense qu'on doit poursuivre une imposition équitable, ce qui veut dire qu'on va fermer les échappatoires utilisés par les super riches et les grandes corporations. Et en même temps, on va diriger plus de fonds pour les soins de santé, y inclut les soins à domicile qui ne sont pas du tout adéquats en ce moment. Merci, Mme Fuchsman-Small. Au tour maintenant de M. Martin Héroux. Évidemment, les aînés, il faut s'en occuper. C'est eux qui ont créé l'endroit où on est. C'est eux qui ont fait la société dans laquelle on est. Et nous, au Bloc québécois, on a présenté le C-319 demandant 10 % de plus pour les gens de 64 ans à 75 ans parce qu'ils ont 10 % de moins. Donc, et ça a été refusé par le gouvernement en place. Donc, nous, on va réitérer, quand on va rouvrir le Parlement, on va réitérer cette mesure-là. Ces gens-là sont discriminés. Quand on est aîné, on n'est pas moins aîné à 67 ans qu'à 71 ans. Merci beaucoup, M. Héroux. Autour de M. Michel Velt. Nous sommes bien d'accord au NPD avec les améliorations qui ont été données par les libéraux. D'ailleurs, nous avions un accord à ce moment-là et ça faisait partie des choses. Nous sommes bien d'accord aussi pour améliorer le revenu des personnes de 65 à 74 ans. Maintenant, il faut aussi considérer d'autres facteurs pour les aînés. Il y a le problème de supprimer les facilités de long terme à but lucratif. Il y a aussi permettre les médicaments, un programme universel de médicaments et aussi des soins dentaires qui vont faciliter la vie des aînés. Merci beaucoup, M. Velt. La prochaine question porte sur l'économie. Dans le contexte économique actuel et les incertitudes reliées à notre voisin américain, qu'est-ce que votre parti compte faire afin de protéger les emplois d'ici et diversifier les marchés d'exportation? C'est au tour de Mme Fuchsman-Small de répondre. Je pense que c'est très important en ce moment de ne plus agir comme un pays de tiers-monde en disant « voici nos ressources brutes, allez-y » à tout le reste du monde, mais on doit trouver les moyens de développer ces ressources, de travailler avec ça pour qu'il y ait plus de valeur chez nous. Et je pense que en ce moment, c'est... Merci beaucoup, Mme Fuchsman-Small. Malheureusement, le temps est écoulé. Autour de M. Martin Héroux.
Évidemment, au Québec, on a des ressources extraordinaires qu'on peut pousser de l'avant, évidemment. Et avec ce qui se passe en ce moment de l'autre côté, il faut soutenir l'aérospatial, entre autres l'aluminium. Il faut travailler là-dessus, absolument. Il faut travailler sur la gestion de l'offre, sur nos agriculteurs. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut pousser de l'avant pour se sortir de ça. Parce qu'ici, au Québec, on a les ressources pour s'en sortir absolument et complètement. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de parler pour le Québec et donner ça sur la table pour négocier par la suite des choses qui vont s'en sortir. On va s'en sortir. Monsieur Héroux. Autour maintenant de Monsieur Velt. Dans cette situation difficile, il faut d'abord penser aux travailleurs, les travailleurs qui vont perdre leur emploi ou qui vont avoir des difficultés. Il faut améliorer l'assurance-emploi. Il faut que les revenus générés par les contre-tarifs aillent prioritairement aux entreprises et aux travailleurs qui seront en difficulté. Il faut bien sûr diversifier nos marchés, mais surtout utiliser plus nos ressources pour les transformer sur place et faire des projets canadiens avec des ressources canadiennes. Merci, M. Velt. Autour de M. Lauzon. Bien, avec la situation qu'on vit avec Donald Trump, il faut davantage être indépendant des États-Unis. Nous souhaitons aussi exploiter des nouvelles communautés de diversification commerciale et renforcer les liens avec les autres alliés, les autres pays, et aussi travailler avec la France, le Royaume-Uni, pour développer des liens internationaux. Mais il faut d'abord supprimer les barrières commerciales que nous avons à l'intérieur du Canada. C'est un pas qu'on doit faire dès maintenant. Merci, M. Lauzon. Les prochaines questions portent sur le patrimoine. Fondé en 1938, le Musée régional d'Argenteuil est le deuxième plus ancien musée d'histoire du Québec. Initialement installé dans la caserne de Carillon, un bâtiment historique, le musée a pour mission de préserver et de présenter la richesse du patrimoine de la MRC d'Argenteuil à travers sa collection, composée de plus de 10 000 artefacts. Cependant, en 2019, les inondations printanières ont gravement endommagé la caserne de Carillon, forçant la fermeture du lieu d'exposition et mettant en danger la pérennité du musée et de sa collection. Depuis, le musée a déménagé à l'église Christ Church de Saint-André d'Argenteuil, mais aimerait bien retrouver le confort de son ancien domicile. Parc Canada, propriétaire de la caserne de Carillon, a confirmé en juin 2024 qu'il y aurait pour plusieurs millions de dollars pour restaurer l'endroit et aucun échéancier n'a encore été précisé. Si vous êtes élu, quel geste voudriez-vous poser afin de faire avancer ce dossier? Et c'est M. Martin Héroux qui répondra en premier. J'ai parlé justement de ça avec la MRC d'Argenteuil, voilà une semaine, sur ce qu'on allait faire avec ça et sur ce que le Bloc québécois pensait de tout ça. Le Bloc québécois, évidemment, en ce qui concerne le patrimoine bâti de l'histoire du Québec, on est absolument 100% là-dedans. Donc, s'il y a des représentations à faire pour rénover ça, pour remettre en place ce musée-là, c'est absolument certain. Je sais qu'un sixième de la collection seulement là, est disponible en ce moment à l'église à côté. Donc, il faut absolument protéger ces bâtiments-là pour l'histoire, nos racines. C'est très important, donc on va être 100% là-dedans. Merci beaucoup, M. Héroux. Autour de M. Velt. Au NPD, nous sommes toujours partants pour protéger le patrimoine, pour protéger notre culture, s'il y a et de favoriser les communautés locales, s'il y a des démarches à faire pour permettre le rétablissement de ce musée dans sa pleine disponibilité pour la population. Nous sommes partants et nous ferons tous les efforts pour ça. Merci beaucoup, M. Velt. Autour de M. Stéphane Lauzon. Bien, c'est évidemment ce dossier qu'on suit depuis les inondations. On a été frappé par 2 séquences d'inondations. On a stabilisé les sols, on a renforcé le bâtiment, on a imperméabilisé le bâtiment, on a fait des travaux on a investi déjà des millions de dollars au moins pour la préservation. Maintenant, c'est un enjeu qui doit être émis par la MRC, qui a été fait pas plus tard que la semaine passée. Ils m'ont demandé la semaine passée de prendre les engagements et j'ai reçu officiellement les documents pour la première fois en main. Merci beaucoup, M. Lauzon. Autour de Mme Fuchsman-Small. Merci. Je suis certainement pas expert avec tout ça. J'avoue que le patrimoine, c'est important. Et si j'ai bien compris, ça, c'est une question pour le gouvernement fédéral parce que ça fait partie des parcs du Canada. Et en général, je dirais que les parcs du Canada sont privés des fonds nécessaires et c'est quelque chose qu'on doit mieux soutenir. Merci beaucoup, Mme Fuchsman-Small. La prochaine question. La loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, communément appelée la loi 96, a été adoptée en 2022 par le gouvernement du Québec. Depuis, certaines organisations voudraient la contester devant la Cour suprême.
Quelle est votre position et celle de votre parti dans ce dossier? Monsieur Michel Veltz, vous êtes le premier à répondre. Notre leader a été très clair qu'il soutient tout à fait la loi 96, qu'il soutient la défense de la langue française au Québec, et nous soutenons aussi un fédéralisme asymétrique qui reconnaît le rôle spécial du Québec dans la fédération et les égards qu'on doit lui porter. Maintenant, il y a la question de l'utilisation de la cause dérogatoire qui est un problème parce que en Ontario, en Saskatchewan, tout ça, on l'utilise à toutes sortes de choses. Il faut faire très attention avec ça, mais ça ne met pas en cause la loi 96. Merci beaucoup, M. Veltz. Autour de M. Stéphane Lauzon. Bien, notre position est claire, c'est que la clause dérogatoire mène une problématique avec la loi 96. Si on ouvre cette brèche-là, bien, ça pourrait être utilisé à tous les groupes minoritaires. C'est-à-dire que j'ai toujours été un grand défenseur de la langue française. Notre parti sera toujours, mais il faut absolument que la règle dérogatoire reste en place et qu'on respecte le droit de la Charte et libertés canadiennes. Merci, M. Lauzon. Autour de Mme Fuchsman-Small. Je dirais que la langue française, c'est sûr que c'est important et on doit le protéger, mais en même temps, les droits des minorités sont aussi importants et je suis d'accord avec l'appel au Cour suprême. Parfait. Merci, Mme Fuchsman-Small. Autour de M. Héroux. Vous ne serez pas surpris que, évidemment, nous sommes d'accord avec cette loi-là, étant donné qu'elle a été votée sur le territoire québécois. Pour ce qui est de la clause dérogatoire, c'est la seule façon de défendre ça, étant donné que ça s'en va probablement en Cour suprême. Et ce que je vois, c'est que les autres partis ici présents sont contre cette façon de défendre la langue française. C'est beau d'aimer, mais il faut des preuves d'amour. Et les preuves d'amour, c'est exactement ça, c'est de défendre cette langue-là, de défendre ceux qui l'ont votée sur place. La clause dérogatoire a été donnée au Québec, aux provinces, pour effectivement défendre ses intérêts. Merci beaucoup, M. Héroux. La prochaine question porte sur le transport. Dans quelques mois, le réseau Express métropolitain, plus communément appelé le REM, ouvrira son antenne jusqu'à Deux-Montagnes. Parallèlement, une volonté de relier La Chute à la ligne de train de banlieue de Saint-Jérôme a refait surface ces derniers mois. Certains parlent aussi d'un train de passagers jusqu'à Gatineau, en passant par La Chute et Montebello. Ces projets nécessiteraient cependant des investissements évalués à plusieurs millions de dollars. Quelle est votre position et celle de votre parti concernant les modes de transport alternatifs à la voiture et financeriez-vous un tel projet de train dans la région? Et c'est à M. Lauzon de répondre en premier. Bien, bonne nouvelle à la population d'Argenteuil, la Petite-Nation. Dans le dépliant que vous avez reçu dans les 55 000 envois qu'on a fait, une des priorités est le train de passagers. C'est un projet que je travaille avec les MRC, les municipalités. On a un comité qui est en place. On veut remettre sur les rails un train de passagers. Tout ce qu'on demande pour le moment, ce sont des études, de l'argent pour faire les études de faisabilité. Et c'est un projet d'avenir pour que nos jeunes puissent se rendre dans les universités à Ottawa et à Montréal. Merci beaucoup, M. Lauzon. Autour de Mme Fuchsman-Small. Je trouve que c'est très important d'avancer le transport en commun comme le transport actif. Et je suis complètement d'accord avec les projets des trains. Parfait. Merci, Mme Fuchsman-Small. Monsieur Héroux. Les rails sont ici et ça fait très longtemps qu'on en parle. Il faudrait que ça se fasse. Donc, il va falloir que ça se fasse, évidemment. Cette région où on est entre deux grands pôles et justement, si on veut circuler, c'est pas juste en auto. Donc, avec le train, ce serait extraordinaire. Donc, oui, allons-y. C'est mieux que certains ponts qu'on a idée de faire là, du côté de Gatineau. Je pense que ces argents-là vont être effectivement très effectifs et très salvateurs pour ceux qui demeurent dans la région et qui veulent circuler. Merci, M. Héroux. Autour de M. Veltz. Le transport collectif est très négligé dans les régions comme ici, mais il est nécessaire pour les étudiants, pour les aînés, beaucoup de monde. Ça ne peut pas être quelque chose qui va avec le marché. Il faut qu'il y ait une intervention du gouvernement. Il faut que le gouvernement fédéral aide, en collaboration avec le gouvernement provincial, le développement du transport collectif en région, un peu comme en Colombie-Britannique, où beaucoup de transports collectifs en région sont étatisés et souvent gratuits. Merci, M. Veltz. La prochaine question porte sur l'immigration. Selon Statistique Canada, en date du 1er janvier 2025, le Québec accueillait environ 616 000 immigrants temporaires, soit des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants internationaux, et ceux étant titulaires tant d'un permis de travail que d'un permis d'études.
Le gouvernement Legault demande au chef qui brigue la fonction de premier ministre du Canada de s'engager à réduire de moitié le nombre de résidents non permanents au Québec, qui sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral, citant la nécessité de réduire la pression sur les services publics. Dans le cas où vous seriez élu, quelle serait votre position sur le sujet? Madame Fuchsman-Small, vous êtes la première à répondre. Je pense que l'immigration, c'est quelque chose qui fait du bien, mais c'est sûr que c'est fou d'inviter les gens à venir quand on n'a pas les ressources pour les bien accommoder. Et je pense qu'on a besoin de trouver la balance entre les gens dont on a besoin et les habitations et les soins de santé et tout ça qu'on a besoin de les offrir. Merci, Mme Fuchsman-Small. Autour de M. Héroux. Le Bloc québécois avait déjà avertissé le fédéral que le 24 octobre dernier, là, en Chambre, qui devait se préparer à une immigration très forte venant des États-Unis, et c'est ce qui arrive. On riait un peu de ça, mais là, c'est ce qui arrive en ce moment. Donc, le gouvernement doit appeler les personnes à seulement emprunter les postes frontaliers là, qui sont réguliers, et le fédéral doit immédiatement mettre en place une répartition équitable des demandeurs d'asile, comme le Québec l'exige depuis très longtemps. Donc, à cause des politiques migratoires irresponsables des libéraux depuis 10 ans, la capacité d'accueil du Québec est dépassée. Merci beaucoup, M. Héroux. Autour de M. Velt. Bon, je vais me concentrer sur les travailleurs temporaires, puisque c'est la question. Et depuis longtemps, on s'oppose à l'augmentation irraisonnée des travailleurs temporaires. C'est de la main-d'œuvre jetable pour les compagnies. Ça diminue les conditions de travail. Ils sont souvent maltraités, mal payés. Ils ont peu de droits. Ça diminue aussi les conditions de travail pour les travailleurs canadiens. Il faut limiter le travail temporaire à ce qui est absolument nécessaire et il faut leur donner la possibilité d'avoir des permis ouverts et d'accéder à la résidence permanente de façon facile et ne pas être juste de la... Merci beaucoup, M. Velt. jetable. Autour de M. Lauzon. Évidemment, nous limiterons l'immigration jusqu'à ce qu'elle revienne à une tendance durable. Mais pour les travailleurs étrangers, il faut bien connaître la circonscription. Notre collègue vient nous dire qu'il faut couper dans les travailleurs étrangers. Il faut aller dire ça à nos fermiers, à nos producteurs, à nos entreprises qui travaillent avec des spécialisations. On a même éliminé des récoltes parce qu'on n'avait pas la main-d'œuvre, pas plus tard qu'à l'été passé. Donc, nos travailleurs étrangers dans la circonscription sont extrêmement importants. Merci beaucoup, M. Lauzon. Nous arrivons maintenant à la dernière question de cette première partie du débat. Cette question va porter sur le logement. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, le Canada aurait besoin de construire plus de 5,8 millions de logements d'ici 2030 afin de retrouver un niveau d'abordabilité semblable à celui observé en 2004. Cependant, cela nécessiterait des investissements massifs de la part des municipalités dans leurs infrastructures, comme les réseaux d'égouts, d'aqueducs et les rues. En 2023, la Fédération canadienne des municipalités estimait à plus de 600 milliards de dollars le coût de ces investissements municipaux pour atteindre l'objectif fixé par la SCHL. Est-ce que votre parti, s'il était élu, serait prêt à donner un coup de main aux municipalités pour qu'elles puissent, à leur tour, faciliter l'octroi de permis de construction de logements? Et c'est à M. Héroux de répondre en premier. Oui, absolument. Il faut absolument faire. Je parlais justement avec M. David de Papineauville. Il faut que les argents il voulait ouvrir des portes dans son village, dans sa ville. Et puis, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas les infrastructures pour accoter ça, les infrastructures d'égouts et d'eau? Donc, il faut que ces budgets-là qui sont là pour agrandir les villes et villages, il faut que les infrastructures, les argents qui sont en infrastructure suivent les argents qui vont pour le développement des villes et villages. Merci, M. Héroux. Autour de M. Michel Velt. Il y a deux principaux problèmes dans la crise du logement. Le premier, c'est que le fédéral, sous les gouvernements conservateurs et libéraux, s'est complètement retiré du logement. Il est important que le fédéral revienne dans le logement en collaboration avec les provinces et municipalités pour construire des logements abordables hors marché. Ensuite, il est important que ça ne soit pas juste des promoteurs immobiliers, mais que de plus en plus de logements abordables soient construits et aussi qu'on empêche les promoteurs immobiliers de racheter les logements abordables pour les transformer en logements sur le marché. Merci beaucoup, M. Velt. Autour de M. Lauzon.
Bien évidemment, nous allons doubler le rythme de la construction résidentielle pour atteindre 500 000 logements par an, créant des maisons Canada. C'est le terme qu'on va utiliser en encourageant la construction de maisons modulaires. On va se servir des technologies. On va se servir aussi de la formation professionnelle pour former des gens. Et on va se servir aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer tout ça. Donc, on va construire plus de maisons au Québec et au Canada. Merci, M. Lauzon. Au tour de Mme Fuchsman-Small. Merci. Je pense qu'il y a absolument un besoin de donner un coup de main aux municipalités. Les municipalités sont demandées de faire de plus en plus de choses pour la population et ils ont très peu accès à l'argent. Leurs possibilités de taxes sont minimes. Et alors, c'est fou de dire qu'on va construire énormément de maisons sans donner l'argent nécessaire pour l'infrastructure. Merci beaucoup, Mme Fuchsman-Small. C'est ce qui termine donc cette première partie de notre émission. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons effectuer une première pause au cours de laquelle nous vous présenterons la capsule de Mme Lydie Terrien, candidate du Parti populaire du Canada, et nous reviendrons tout de suite après avec la portion débat de la soirée. À tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis Lydie Terrien, candidate du Parti populaire du Canada. Je me présente dans la circonscription de Argenteuil-la-Petite-Nation et j'ai choisi le Parti populaire du Canada parce que j'aimais bien la vision de Maxime Bernier, qui est le chef du parti. Nous, les 4 valeurs sont le respect, l'équité, la responsabilité et la liberté. Et je crois que si le parti prend ces valeurs-là à cœur, qu'on peut faire des belles choses pour tous les Canadiens. Je pense qu'on a besoin d'un gros changement. Et moi, je vois comme le Parti populaire comme une bonne solution. Je suis nouvelle dans la politique. Je suis maman de 4 enfants. Mais je peux voir un peu qu'est-ce qui se passe. J'ai décidé de me lever. Et si jamais vous ne connaissez pas le Parti populaire, ben je suis là, je suis à l'écoute. Je vais tout faire, dans le fond, pour pouvoir apporter notre voix au Parlement et bien vous représenter. Je travaille présentement au gouvernement fédéral, donc je connais quand même bien comment ça se passe. Qu'est-ce que j'aimerais apporter? C'est la réduction au gouvernement parce que c'est rendu trop gros. Ça coûte beaucoup d'argent de nos taxes. Aussi sur l'immigration, c'est un gros problème parce que on a beaucoup de gens qui arrivent en même temps puis on n'est pas capable de subvenir aux besoins de tout le monde, incluant les Canadiens et les immigrants, bien sûr. Ça va régler beaucoup d'enjeux qui se passent en ce moment, peut-être socialement aussi, parce que l'intégration n'est pas faite comme il faut. Mais il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup de contenu. Je suis là pour apprendre, je suis là pour vous écouter, je vais vous représenter. Mais j'ai quand même besoin de vous pour me donner vos idées. Qu'est-ce que vous tenez à cœur le plus? Parce que moi, je vais être votre messagère, dans le fond. Il y a un autre débat qui s'en vient, le 21, à Tursault. Si jamais vous voulez regarder celui-ci, je vais être présente. Mais ici, merci pour les gens qui m'ont permis de venir passer un petit message. Je suis là, sur le Parti populaire du Canada. Mes coordonnées sont là, vous pouvez me contacter. Et puis, merci, à bientôt. Nous sommes maintenant de retour avec notre portion débat de cette émission.
Chaque candidat aura maintenant la chance de poser une question à chacun de ses adversaires et d'échanger avec celui-ci. Voici comment nous allons procéder. Tout d'abord, le candidat aura 15 secondes pour poser sa question. La personne à qui sera adressée cette question aura 30 secondes pour y répondre sans se faire interrompre. Une période de 90 secondes suivra où les deux candidats pourront débattre du sujet de la question. Et la première question revient à M. Michel Velt. Votre question doit s'adresser à M. Lauzon. Oui, ma question est, les gens de Duhamel et d'autres de la région se battent pour empêcher l'ouverture de la mine de graphite Lomico. Est-ce que votre gouvernement va continuer à subventionner cette mine malgré l'opposition de la population? Votre réponse, M. Lauzon. Bien, en entrée de jeu, votre question est à moitié vraie, parce qu'on ne subventionne pas la mine, on subventionne les matériaux critiques exploités au Canada dans le but d'en faire la recherche et de savoir où sont les ressources. Maintenant, c'est au gouvernement du Québec, ce n'est même pas au gouvernement fédéral de légiférer sur cette mine-là. J'ai rencontré les gens de Duhamel, les associations, et ce que les gens ils ont perçu de moi, c'est que j'étais avec eux pour les accompagner, mais ça doit passer tous les enjeux environnementaux, ça doit avoir l'acceptabilité sociale, et M. Legault était clair. Si on n'a pas l'acceptabilité sociale, on n'aura pas le projet de la mine. Moi, je suis là pour accompagner les citoyens. Je suis là pour un gouvernement qui veut faire des ressources naturelles en banque, à savoir c'est où qu'on peut aller chercher nos matériaux, nos minéraux critiques. Et ça fait partie. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important à ce qu'on vit avec les États-Unis, d'être indépendant puis d'être capable d'aller chercher où sont nos ressources pour ne pas dépendre des États-Unis. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Je suis sur le dossier depuis le début. Je me suis jamais caché. J'ai fait face à la musique. J'ai répondu avec une lettre publique. Et je suis toujours dans les parages pour aider les citoyens pour parler en leur nom. Maintenant, ceci étant dit, il faut faire mieux dans les mines. On a des mines partout au Québec, peut-être qui pourraient être exploitées. La mine, la loutre, c'est peut-être pas la solution idéale. Peut-être qu'il y en a d'autres au Québec qui peuvent l'être. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les données sont différentes. On va laisser le cours du gouvernement du Québec faire son travail. On va laisser Legault décider de comment il va faire les études environnementales et l'acceptabilité sociale, puis le gouvernement du Canada va être en arrière pour supporter ces projets-là. Le gouvernement de Legault, je pense, a déjà répondu en septembre 2024 qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Malheureusement, le temps est écoulé. Mais il n'y a pas de débat, alors? vous aviez 1 minute 30 pour pouvoir débattre. Alors, maintenant, la prochaine question, c'est M. Lauzon qui l'adresse à Mme Fuchsman-Small. Écoutez, madame, beaucoup de respect pour vous. Vous savez, je dois tout d'abord vous dire que j'admire votre humanisme, autant pour ce que vous avez fait à l'international, au communautaire, votre que question, M. Lauzon? Dans l'école de Grenville. Qu'est-ce que vous pensez des 500 logements qu'on veut construire, nous, rapidement, pour le logement abordable? Il y a quelque chose à dire. Un, c'est que le mot abordable, c'est un mot clé. Et je ne sais pas ce que vous voulez dire par abordable. Pour nous, abordable, ça veut dire que personne doit payer plus que 30% de son revenu pour loyer. Et je ne suis pas certain que ce qui est décrit comme abordable dans les plans des libéraux est la même chose que c'est abordable pour moi. On est d'accord que le gouvernement fédéral doit s'impliquer pour aider avec la construction des habitations. C'est aussi certain que c'est nécessaire que c'est des habitations qui respectent les règlements environnementaux. Ça doit être les habitations qui sont énergie efficaces et on ne doit pas se sentir pressé pour construire un peu partout sans je comprends tout ça, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut penser aussi aux personnes en situation de handicap? Il faut penser déjà que le logement puisse être facilement
transférable pour une personne en situation de handicap. Oui, mais si vous pensez aux personnes avec des handicaps, je pense encore plus important, c'est d'augmenter les frais qui sont donnés aux handicapés pour qu'ils puissent avoir une qualité de vie. Mais nous, dans le fond, on veut tendre la main aux municipalités, on veut tendre la main aux promoteurs, on veut travailler avec eux. Et puis, il y a une façon de penser dans le Code du bâtiment du Canada qu'on impose aux provinces et aux territoires. Comment mieux construire? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer des modulaires en usine pour construire plus vite. Pensez-vous que c'est une bonne idée, le modulaire, pour qu'on puisse tout de suite penser que ça soit abordable ou surtout pour les premiers achats de maison qui puissent acheter leur maison? Malheureusement, le temps est écoulé. Je vous remercie tous les deux. Madame Fuchsman-Small, votre question pour M. Héroux. Ah bon. Monsieur Héroux. Oui, madame. Étant donné le manque aigu en ce moment des professionnels de santé dans cette province, qu'est-ce que vous allez dire aux professionnels, des médecins, des infirmières, des autres, qui veulent venir des États-Unis, mais qui ne sont pas à l'aise en ce moment avec le français? Ils ne sont pas à l'aise avec le français? OK, donc vous dites, dans votre, parce que je vais reformuler la question, donc vous dites que les gens qui viennent ici, ils ne sont pas engagés parce qu'ils ne parlent pas le français. C'est un peu ça? Mais je vous demande, qu'est-ce que vous allez dire s'il y a un médecin qui veut partir de les États-Unis, qui veut venir à Québec, où on a tellement de besoins. Et il dit, mais à ce moment, je ne peux pas passer l'examen de français. Je crois que d'autant si c'est un médecin ou si c'est une infirmière et qui va fonctionner avec les gens ici, il faut qu'il soit à l'aise avec la langue. Ça, c'est évident. Donc, il faut absolument qu'il y ait un cours de juxtaposition, non pas de juxtaposition, mais un cours de mise à niveau pour la langue. Comme il y a des cours de mise à niveau aussi quand ils arrivent ici, que ce soit des vétérinaires ou des médecins, quoi que ce soit. Je pense qu'il faut fonctionner dans la langue. Ce serait intéressant d'avoir ces gens-là. Évidemment, on en a grandement besoin. Mais à ce moment-là, je sais qu'il y a des cours de langue qui sont donnés là-dessus. Et il faut absolument, parce que quand on traite les gens, quand on parle de termes médicaux, il faut absolument savoir parler de la même chose et de la bonne chose. Bien compris, mais est-ce qu'on va donner, par exemple, des permis provisoires pour quelques années pendant qu'ils vont augmenter leur maîtrise de la française? J'imagine qu'il doit y avoir un seuil à atteindre là-dessus de base. Après ça, oui, j'imagine qu'on peut réintégrer le système, ce qui serait fortement intéressant, effectivement, parce que ça nous manque. Et que ce soit des États-Unis ou que ce soit d'ailleurs aussi, là, je pense qu'il faut qu'il y ait une mise à niveau là-dessus, mais qu'elle soit courte, ce serait intéressant. Et après ça, pour les réintégrer à vive allure dans le système qui en a grandement besoin, moi, je pense que c'est une excellente idée, de toute façon. Merci beaucoup à vous deux. Monsieur Héroux, votre première question pour Monsieur Velt. Oui. Alors, bonjour, M. Velt. On a vu dans les dernières années que vous êtes accoquiné beaucoup avec les libéraux, évidemment, et vous avez signé une entente. Moi, je me demande la différence fondamentale entre le NPD et les libéraux, c'est quoi? Votre réponse, M. Velt. Nous avons signé cette entente pour obtenir des gains pour les Canadiens et les Québécois aussi. Des choses qui traînaient depuis longtemps, que le NPD et que personne ne voulait reprendre. Nous avons obtenu un programme de soins dentaires, nous avons obtenu une amorce de programme universel de médicaments qu'on veut essayer d'étendre, on commence par la contraception, mais qui est bien supérieur au programme un peu broche à foin qui est au Québec. Et on veut collaborer avec les provinces, bien sûr, et les territoires pour mettre ces choses en place. Parce qu'on a également obtenu une loi anti-briseur de grève, des congés. Donc, on a obtenu tout ça. Maintenant, oui, la différence est grande. Nous, notre un parti qui est issu des travailleurs, notre objectif principal, c'est la défense des droits des travailleurs et le développement des services publics partout. Les libéraux, ils vont à droite, à gauche, mais nous, on maintient toujours le cap. Donc, il n'y a pas de différence sémantique, en fait, entre vous deux. C'est juste une différence de point de vue. Pas sémantique, je me suis trompé, mais il y a une différence. En fait, c'est la même chose. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Là. Alors, si à la prochaine législature, les libéraux rentrent et ils sont minoritaires, est-ce que vous ferez la même chose, c'est-à-dire faire une entente écrite avec eux pour ne pas faire tomber ce gouvernement? Ça dépendra, c'est au cas par cas.
il faut voir qu'est-ce qu'on peut, quels sont nos objectifs pour les Québécois et les Canadiennes, et si on peut s'entendre avec vous aussi, avec le Bloc québécois, ou avec les libéraux pour que ces objectifs soient remplis. Donc, on est pour la collaboration, on est pour le progrès de tout le monde, et si on peut s'entendre avec le Bloc québécois ou avec les libéraux pour faire progresser les droits, pour faire progresser les services publics et pour faire progresser Merci beaucoup la vie de tout le monde, on est d'accord. Merci. Monsieur Velt, votre question pour Mme Fuchsman-Small. Il y a des dirigeants du Parti vert du Québec qui ont mis en cause le soutien du Canada à l'Ukraine et qui ont relayé la position russe sur ce conflit. Quelle est la position du... Est-ce que vous cautionnez ça? Est-ce que vous êtes d'accord au parti? Ou quelle est la position du Parti vert sur l'Ukraine? OK. Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous avez demandé. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous comprenez du Parti vert? Vous dites que le Parti... Quelle est la position du Parti vert sur le soutien du Canada à l'Ukraine et qu'est-ce que vous pensez de l'opinion des dirigeants du Parti vert du Québec? Je connais pas l'opinion du Parti vert du Québec. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Le dirigeant a pris fermement position contre le soutien et il a relayé la position russe sur le conflit. OK. Mais ça, c'est la position du Parti vert du Québec. Et ça, c'est pas l'opinion du Parti vert du Canada. Il y a ces deux partis différents, même s'il y a vert dans tous les deux noms. Et non, je suis pas d'accord avec cette opinion du Parti vert du Québec. Je pense que la situation de l'Ukraine, où c'était une démocratie qui a été envahie sans raison par voisins, c'est horrible. Les choses, les crimes contre les droits humains sont évidents. Et je pense que le Canada est absolument correct de donner du support à l'Ukraine tant que possible. Bon, donc on est bien d'accord. Donc, merci de cette précision. Merci beaucoup à vous deux. Monsieur Lauzon, votre question pour Monsieur Héroux. Oui, M. Hérault, dans le contexte actuel qu'on vit avec les États-Unis, évidemment, on a dû sortir de nos campagnes électorales pour négocier avec les États-Unis, pour travailler avec Mark Carney. Est-ce qu'il y a des députés actuels du Bloc qui ont dû sortir de leur campagne pour négocier avec les États-Unis? Est-ce que vous avez un rôle important à jouer avec les États-Unis? Ce que vous nous dites, c'est que comme vous êtes au gouvernement, vous pouvez donc sortir et que nous, on n'a rien à faire là-dedans. Non, il y en a qui sont là. Non, j'ai mon 30 secondes. Donc, si nous, on n'a rien à faire, le NPD n'a rien à faire, les Verts n'ont rien à faire, le PCC n'a rien à faire là-dedans. Je pense que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous prenez ça comme un levier, cette crise-là, vous prenez ça comme un levier pour tout à coup devenir capitaine Canada, dire nous on va gérer ça et sortir de là pour éventuellement sortir de la campagne pour dire nous là on est le gouvernement. On négocie avec les États-Unis. Évidemment. On est là, oui. On travaille sur le terrain. Alors quand on sera quand au on gouvernement, a des négociations bilatérales comme qu'on a aujourd'hui, la question est simple. Est-ce qu'il y a des députés du Bloc qui ont dû sortir de leur campagne pour négocier avec les États-Unis? La réponse, c'est oui ou non. Après ça, vous pouvez me donner des explications. Ben oui. Par la suite, est-ce que vous avez un rôle important à jouer dans le contexte actuel avec les États-Unis? Puis quel est ce rôle-là? Donc, on peut commencer par un oui ou par un non. D'abord, c'est sûr qu'on n'est pas au gouvernement, on ne pourra pas négocier avec eux. Quand on sera en Chambre, là, on pourra le faire et on pourra se représenter, évidemment. Mais ce qu'on veut aussi, quand on sera rendu en Chambre, c'est d'avoir aussi une table avec des Québécois pour aller négocier. Parce que là, en ce moment, ce n'est que le Parti libéral et leur façon de penser. Il n'y a pas plus Québécois qu'un Lauzon du Québec pour défendre le français et les intérêts du Québec. C'est pas ça. C'est ceux qui font... Il y en a des députés du Québec qui sont au pouvoir. Il va toujours en avoir des députés du Québec. En plus, on a des ministres clés qui gèrent cette crise-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, ces ministres clés-là, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve devant ça? Je pense que là, il y a quelque chose. Il faudrait demander à Trump pourquoi il est arrivé devant ça. Ben oui, on devrait demander à Trump pourquoi il est arrivé avec des impositions injustifiées. Vous devriez remercier Trump aussi pour ce qui arrive en ce moment. Ah, c'est parce que vous êtes... Vous dites qu'on devrait remercier Trump. Non. Il n'y a pas un Canadien, il n'y a personne qui veut remercier Trump. C'est que vous utilisez êtes à peu ça près comme le seul qui demande... Merci beaucoup, messieurs. Le temps est écoulé. Madame Fuchsman-Small, votre question à Monsieur Velt. OK. Monsieur Velt, comme collègue en médecine, j'ai une question un peu médicale.
Étant donné que la santé est une responsabilité provinciale, comment est-ce que vous allez tenir votre promesse d'embaucher 35 000 infirmières dans les prochaines 5 années? Je ne pense pas que le gouvernement fédéral va embaucher 35 000 infirmières. Je pense que c'est un objectif qu'on a besoin de beaucoup de nouvelles infirmières et que le gouvernement fédéral peut faire certaines choses pour favoriser effectivement la reconnaissance des diplômes, favoriser l'immigration dans des domaines où on en a besoin. Maintenant, c'est sûr que l'embauche et la répartition va être du domaine des provinces et des territoires. Mais je veux mieux comprendre qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire parce que l'acceptation des diplômes, ça tombe pour les collèges provinciaux, n'est-ce pas, de chaque profession. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider cet embauchement? On peut aider les provinces et les territoires à recruter à l'extérieur. On peut faciliter l'immigration dans des domaines où on a besoin de nouvelles main-d'œuvre. On peut donner de l'argent aux provinces pour on peut augmenter les transferts de santé aux provinces pour qu'ils puissent augmenter les soins de santé à toute la population. Ça veut dire augmenter les transferts en exigeant que c'est utilisé spécifiquement pour... Non, on n'a pas... C'est pas ce point-là. OK. Non, je n'ai pas dit ça. OK, merci. Merci beaucoup à vous deux. Monsieur Héroux, c'est l'heure de votre question pour Monsieur Lauzon. Bonjour, M. Lauzon. Donc, le Parti libéral veut, dans cette élection-ci, baisser les impôts de 6 milliards, éliminer la dette, le déficit de 50 milliards, augmenter les dépenses militaires de 2, peut-être 5 par rapport à M. Trump, et pas de coupure dans les transferts en santé. Héroux. Donc, comment vous allez boucler votre budget? Comment allez-vous faire pour boucler tout ça? M. Lauzon, votre réponse. Bien, il y a plusieurs avenues qu'on va boucler le budget. D'abord et avant tout, les états financiers vont être déposés. Mark Carney a pris l'initiative qu'on va être les premiers en fin de semaine à déposer déjà un énoncé budgétaire pour la population. On va réduire la dépendance de l'énergie canadienne. On va créer de la richesse à l'intérieur de notre pays. On va diversifier nos marchés. On va ouvrir nos frontières avec le Canada. Si on commence par ça, déjà là, on va faire des économies incroyables parce qu'il y a des frontières qui se sont bâties avec le temps entre les provinces. C'est pas un chèque en blanc que les électeurs du Canada vont donner à ce Parti libéral-là? Parce que là, vous n'avez pas... Nous, on a déposé une plateforme le 29 mars. OK? Et là, le Bloc québécois peut déposer n'importe quoi. Le Bloc québécois ne sera jamais au pouvoir. Non, le Bloc québécois, vous n'avez jamais chiffré. Je suis là depuis 10 ans. Vous dites oui à tout. Si vous regardez à gauche et vous demandez une augmentation, vous dites oui. Vous tournez à droite, vous dites oui à tout. Parce que vous ne serez jamais responsable des états financiers d'un gouvernement canadien. Et vous pensez que c'est responsable d'avoir ce déficit énorme et de créer probablement un autre déficit aussi énorme avec ce que vous demandez? Avec la pandémie, là, moi, je l'ai vécu. Je suis le seul ici qui l'a vécu. On l'a tous vécu, la pandémie. Je suis le seul qui l'a vécu à Ottawa. Puis on a sauvé des vies, on a sauvé des entreprises, on a sauvé des personnes, des individus. Il y a des travailleurs qui ont sauvé leur emploi. Puis ça, il n'y a pas personne qui va me reculer sur le déficit qu'on a eu pendant la pandémie. Après ça, on a eu la crise mondiale. On est le pays dans les meilleures situations financières et qu'une cote de crédit AAA à travers les pays du G7. On est le pays qui s'en est sorti le mieux. Est-ce que les familles s'en ont ressenti? Oui. Est-ce qu'on a d'autres travail à faire? On a tous très hâte de voir ce que M. Carney va nous sortir, parce que c'est plus un magicien qu'un banquier de ce temps-ci. J'ai très hâte de voir vos chiffres. Merci beaucoup à vous deux. Autour de M. Michel Velt de poser sa question à M. Héroux. Donc, le NPD a amené la dernière législature à commencer un programme d'assurance dentaire et un programme universel et public d'assurance médicaments qui sont très bénéficiaires. Votre question, monsieur. Oui, la question est que pourquoi le Bloc québécois s'oppose que les différents ordres de gouvernement s'entendent ensemble pour des programmes qui sont si utiles aux Québécois et aux Canadiens. On est très heureux que ça existe. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut rapatrier ces sommes-là pour les gérer ici, au Québec. C'est tout simplement ça, pour justement éviter le dédoublement aussi de gestion dans tout ça. Alors, c'est ça qu'on aimerait qu'il arrive. Mais quand il y a des bonnes idées qui viennent, il y a des bonnes idées qui peuvent venir du Québec, comme les garderies qui sont reprises par le fédéral. Tout à fait, Il y a des bonnes idées qui peuvent venir du fédéral et on peut discuter avec les provinces pour que ça s'étende et que ça fonctionne.
On n'a rien contre. Ce qu'on a, c'est de l'argent, c'est une compétence d'ici. Donc, à ce moment-là, on aimerait avoir ça. C'est de la santé, comme Mme Foxman-Small disait. C'est de la santé. Donc, c'est ici qu'on doit gérer ça. Donc, je suis content que ça arrive. Tant mieux. Bon. Mais oui, c'est ça. Mais vous avez voté contre quand même. Oui, mais on a voté contre pas parce qu'on ne la voulait pas, parce qu'on veut la gérer sur place. Oui, mais là, il y a cette confusion habituelle au Bloc québécois. Est-ce qu'ils veulent que le Canada fonctionne? C'est parce qu'à un moment donné, il faut aussi donner aux provinces ce qu'elles ont. Ou est-ce qu'on veut que le Canada fonctionne, prouver que le Canada fonctionne mal? Mais on veut ce qu'on veut, c'est que ça soit fait au Québec et que ça soit réparti au Québec et que ces sommes-là soient... donc, ça va coûter moins cher aussi, parce que là, c'est géré sur 2 niveaux. Donc, je pense que c'est la base de tout. C'est pour ça qu'on était contre ça. Merci beaucoup à vous deux. Monsieur Lauzon, votre question à M. Velt. Oui, M. Velt. Question fort simple. Notre gouvernement a travaillé avec votre parti pour élaborer plusieurs plans. Vous avez parlé du plan dentaire. Il y a des programmes d'alimentation aussi que vous n'avez pas mentionnés pour l'éducation. Je pense que c'est important pour vous que les... Question, M. Lauzon. Est-ce qu'on va toujours travailler ensemble de la bonne façon? Si c'est bon pour le citoyen, est-ce que vous allez travailler avec nous? On a toujours dit, pendant l'entente était, on voulait faire une entente pour pousser certains objectifs, puisque vous étiez d'accord. On voulait même certaines choses, ça a pris du temps, comme l'assurance médicaments, ça a pris beaucoup de temps pour débloquer. Mais enfin, finalement, on a dû menacer pour que ça débloque. Mais du moment où on trouve un terrain d'entente, pas seulement avec le Parti libéral, le Parti Bloc, le Parti vert, on va travailler pour tous les Canadiens. Mais lorsqu'un gouvernement qui est en place pour le plan dentaire... Là. Même quand on a dénoncé l'entente parce qu'on pensait que ça déraillait, on était d'accord de supporter au cas par cas tout ce qui aurait été bon. D'ailleurs, on a demandé aussi de rappeler le Parlement pour prendre des mesures pour protéger les travailleurs face aux tarifs. Donc, on est d'accord pour collaborer avec l'autre parti quand il y a des choses qui sont bonnes pour les Canadiens. Pour que tout ça se rende possible, ça prend un gouvernement qui est ouvert à défi. Pensez-vous qu'avec les conservateurs, vous auriez eu la même entente? On a toujours dit qu'on ne ferait jamais d'entente avec les conservateurs. Leurs programmes, leur idéologie sont complètement à l'opposé des nôtres. Donc, on ne fera pas d'entente avec... Bien sûr, si par hasard, ils proposaient quelque chose d'utile, comme par exemple, en santé, c'est le gouvernement conservateur qui a proposé la vaccination universelle contre le virus du papillome humain. Ben là, oui, on approuve quand même. Parlez-en de vaccination. Vous savez, notre candidat conservateur qui n'est pas ici aujourd'hui, c'était un anti-vac. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance du vaccin qu'on a eu pendant la pandémie? Ouais, les vaccins, c'est la plus importante progrès en santé publique qu'il y a jamais eu. C'est ce qui a sauvé des millions beaucoup plus que beaucoup d'autres choses. C'est ce qui a sauvé des millions de vies. On est tout à fait d'accord avec les vaccins, puis d'augmenter le financement des vaccins. Est-ce que c'est adéquat, les conservateurs, de mettre un candidat conservateur qui a déjà manifesté d'être contre les vaccins? Bon, il y a toutes sortes de... Malheureusement, on n'aura pas la réponse à cette question puisque le temps est écoulé. Maintenant, c'est au tour de Mme Foxman-Small de poser sa question à M. Lauzon. Merci. Monsieur Lauzon, étant donné le traitement des non-citoyens aux États-Unis, est-ce que vous êtes prête à abandonner l'accord tiers pays sûr et accepter les demandeurs de statut de réfugiés venant des États-Unis? Lauzon, votre réponse. D'abord, ça prend un équilibre. D'abord, on est un pays d'accueil, puis les libéraux, c'est dans nos valeurs, vous savez. Mais l'entente des tiers pays sûrs fait en sorte qu'on doit respecter la capacité, non seulement du Québec, mais il faut respecter aussi la capacité du Canada. Et pour reprendre un peu ce que le Bloc québécois a dit tantôt par rapport à vos médecins qui arrivent au Canada, c'est faux. D'après eux, il faut les retourner s'ils ne parlent pas déjà français. On ne laisse même pas la place à l'adaptation. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut l'expertise chez nous. On veut inviter les gens qui vont venir enrichir notre pays. C'est beau, mais ce que je vous demande, c'est est-ce que vous allez changer votre avis sur cet accord? Parce qu'en ce moment, quelqu'un qui est menacé à vie, qui est en grande détresse, qui vient aux frontières entre Canada et les États-Unis, on dit non, vous ne pouvez pas entrer parce que vous pouvez demander asile aux États-Unis. C'est clair avec ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui que ces gens sont menacés, sont déportés, sont mis dans des positions horribles. Est-ce qu'un gouvernement libéral serait prêt
à annuler cet accord. Nous avons un processus rigoureux, un processus des pays tiers sûrs qui fait en sorte qu'il y a une évaluation qui est faite. Il y a des biométries, il y a des instances gouvernementales qui perçoivent les demandes et qui reçoivent. Ce n'est pas tous qui sont retournés. Ceux qui sont en danger, ils restent toujours acceptés au Canada. J'ai été à la frontière. J'ai été à Roxham Road. Et j'ai vu qu'est-ce qui était dit. Vous n'êtes pas permis. C'est un acte criminel d'entrée. C'est pas permis. Alors, merci beaucoup à vous deux. Le temps est écoulé. Finalement, la dernière question revient à M. Héroux qui la pose à Mme Fuchsman-Small. Bonsoir. Évidemment, salut. Donc, évidemment, on est très accoquinés avec du côté de l'environnement, avec le Parti vert. On a beaucoup d'atomes crochus là-dessus. Mais par contre, économiquement, pourquoi le Parti vert n'est pas une option potable pour le plus de Canadiens possible? Pourquoi le Parti vert n'est pas une option valable économiquement? Mais je ne suis pas d'accord que c'est pas un bon choix économiquement. On peut facilement trouver, on a révélé la plateforme avec tous les coûts. Je pense que c'est la première partie à le faire. Et à mon avis, on peut trouver l'argent nécessaire pour nos plans facilement en cessant toutes les subventions aux entreprises pétrolières qui font des profits astronomiques, en fermant les échappatoires utilisés par les super riches et les grandes corporations et en augmentant le niveau d'impôt pour les coopératifs à le niveau où c'était en 2008, par exemple, qui était 18%, ou même un peu plus, parce qu'actuellement, c'est à 15%, c'est le niveau le plus bas dans le monde développé. Pensez-vous qu'un jour, les citoyens et citoyennes du Canada vont se dire ce serait un parti à mettre au pouvoir, ou si vous n'êtes pas juste un lobby vert? Mais c'est sûr, personne ne pense que c'est le Parti vert qui va faire le gouvernement demain. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer un rôle. Et même avec très peu de membres, on a eu du succès à avancer quelques programmes. Et on peut être aussi, comment on peut dire, la conscience du Parlement. On peut parler aux choses importantes, pas juste pour l'environnement, mais pour les citoyens en général, même si on n'a pas le pouvoir. C'est sûr, si c'est un gouvernement minoritaire, ça donne plus de pouvoir et plus de voix. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous pour vos questions. Nous allons maintenant faire une deuxième pause et nous vous revenons tout de suite après avec notre dernière partie de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour avec la dernière partie de cette émission. Il s'agit des questions du public. Au cours des derniers jours, la TVC d'Argenteuil a fait appel aux électeurs afin qu'ils soumettent des questions auxquelles ils voudraient qu'un candidat réponde. Un comité s'est penché sur les questions soumises et en a sélectionné quelques-unes. Certaines questions seront adressées à tous les candidats qui répondront à tour de rôle, tandis que d'autres questions ne cibleront qu'un seul candidat. Pour des fins de confidentialité, nous tairons les noms des personnes qui ont soumis ces questions. Les candidats auront 30 secondes chaque fois pour répondre à la question qui leur est adressée. La première question s'adresse à tous les candidats. Dans un contexte économique de plus en plus difficile, quelles sont les stratégies que vous voudriez mettre en place pour accompagner les nouveaux entrepreneurs? Monsieur Velt, vous êtes le premier à répondre. Les nouveaux entrepreneurs... Bon, dans le cas des nouveaux tarifs, il va être important de protéger les emplois, d'aider les entreprises qui sont affectées par les tarifs pour qu'elles puissent garder le lien d'emploi avec leurs travailleurs, qu'elles puissent garder les travailleurs au travail. Aussi, il va falloir développer un programme d'infrastructure partout au Canada pour utiliser la main-d'œuvre canadienne, les entreprises canadiennes, pour des ressources canadiennes. Merci, M. Velt. Autour de M. Lauzon.
Mais il faut travailler avec les contre-tarifs de Trump. Il faut aussi accompagner nos entreprises dans la diversité. Il faut aussi traverser les frontières canadiennes. Il faut aider les compagnies à les supporter. On va être là. M. Carney a été clair que les entreprises touchées par les tarifs imposés injustement par Trump, on va être là pour les accompagner les travailleurs et accompagner les entreprises. Merci, M. Lauzon. Autour de Mme Fuchsman-Small. Merci. Je pense qu'on a besoin de trouver les moyens d'aider les nouvelles entreprises à trouver des marchés en Canada en diminuant les barrières entre les provinces, mais aussi de trouver des marchés ailleurs, par exemple en Europe et en Asie. Et c'est quelque chose avec lequel le gouvernement fédéral peut aider. Merci, Mme Fuchsman-Small. Autour de M. Héroux. Je crois qu'une subvention salariale pour maintenir les emplois serait très à jour et très importante pour tout le monde. Et une espèce de Buy American Act aussi que le gouvernement fédéral pourrait faire pour l'approvisionnement local des gouvernements, puis un appel d'offres public. Donc, je pense que ça pourrait aider les entreprises d'ici, justement, à faire des affaires ici, puis exiger un investissement dans la deuxième et la troisième transformation, parce que c'est là qu'on fait plus de sous. La ressource, c'est beau, là, on l'enlève, on la vend, mais je pense que quand on la transforme, on fait beaucoup plus de sous là-dessus. Merci beaucoup, M. Héroux. La prochaine question s'adresse à M. Veld. Seriez-vous d'accord de réduire le nombre de fonctionnaires fédéraux afin de réduire le déficit du gouvernement? Réduire les fonctionnaires comme ça, à l'aveugle, comme ça se fait aux États-Unis, c'est certainement pas une bonne idée. On a besoin au Canada d'une fonction publique qui travaille bien, qui est efficace, qui est rigoureuse, et chaque poste doit être évalué au mérite. Je ne pense pas que s'engager dans une réduction majeure de la fonction publique, comme ça se fait aux États-Unis, est une bonne idée. Cependant, comme dans tout, il y a des améliorations à faire. Il y a possiblement des programmes qui sont moins importants qu'il faut diminuer et d'autres qu'il faut augmenter, comme l'immigration. La prochaine question s'adresse à M. Lauzon. Vous avez appuyé publiquement l'ancienne ministre des Finances, Chrystia Freeland, lors de la récente course à la chefferie du PLC. Course finalement gagnée par M. Mark Carney. Pourquoi la population devrait faire confiance à M. Carney si vous-même, vous ne l'avez pas appuyé? C'est pas une marque de confiance. On est une grande famille. La preuve, c'est que Mark Carney a très bien travaillé pendant la campagne avec Chrystia Freeland. Chrystia Freeland, c'est une bonne amie. Elle a été nommée ministre du Transport immédiatement par Mark Carney. On est une famille, on s'est jamais chicané. Il y en a qui ont appuyé Mark Carney dans la démarche. Moi, c'est parce qu'elle en a fait beaucoup pour la circonscription. Elle nous a permis d'ailleurs d'avoir des investissements majeurs comme la bibliothèque de la Chute et comme le centre communautaire de Papineauville. On a eu des réfections municipaux. Merci beaucoup, M. Lauzon. Mais on est une belle famille. La prochaine question s'adresse à tous. Quelle politique votre parti propose-t-il pour mieux soutenir les familles monoparentales, notamment en matière de logement, de services de garde et de crédit d'impôt? Et M. Lauzon, vous allez être le premier à répondre à cette question. Bien, évidemment, on a des programmes qui sont en place, supportés par par notre Parti libéral, qui est l'allocation familiale pour enfants. Je pense que c'était clair. Les conservateurs veulent couper les allocations familiales et nous, on a mis ça en place pour les mamans monoparentales. C'est essentiel. Donc, il faut continuer dans ce sens-là, supporter les familles, donner des logements, bâtir du logement abordable et surtout soutenir les enfants pour les petits déjeuners à l'école pour que ces enfants-là puissent aller à l'école le ventre plein. Merci, M. Lauzon. Autour de Mme Fuchsman-Small. Pour les familles monoparentales qui se trouvent souvent en pauvreté et en difficulté, je pense que ça peut aider d'augmenter le seuil de revenus jusqu'à quel on n'a pas besoin de payer d'impôts. Aussi, je pense qu'on doit penser à augmenter les subventions pour les enfants. Parce que je ne pense pas que c'est tout à fait adéquat en ce moment. Merci, Mme Fuchsman-Small. Autour de M. Héroux de répondre à la question. Évidemment, il y a de la pauvreté et de plus en plus dans ce pays comme un peu partout ailleurs. Et pour les familles monoparentales, un des grands enjeux, c'est le logement. Donc, s'il n'y a pas de logement, puis on le voit de plus en plus, s'il n'y a pas de logement, il y a encore plus
de pauvreté. Alors, je crois que des investissements dans le logement abordable dont on parlait tantôt, aussi également peut-être éventuellement des édifices fédéraux qui pourraient être donnés pour ça, donc qui pourraient être vendus à très bas taux, ça pourrait faire une grande différence pour ceux qui se sortiraient de la pauvreté. Merci beaucoup, M. Hérault. M. Veld, à vous la parole. C'est sûr que l'allocation pour enfants a fait baisser la pauvreté au Canada et c'était une bonne chose que ça a été fait ensemble dans la dernière législature, de même que le programme de nutrition dans les écoles. Cependant, le problème principal des familles, c'est le logement, les coûts du logement. Il faut absolument changer ça. Ça a été insuffisant dans les différents gouvernements libéraux et conservateurs. Il faut empêcher les rénovictions, empêcher la prise de contrôle des logements abordables par les promoteurs. Le temps est écoulé. La prochaine question s'adresse encore une fois à tous. Quelles mesures concrètes votre parti propose-t-il pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au niveau salarial et pour lutter contre la discrimination au travail? Et c'est Mme Fuchsman-Small qui répondra en premier. Bonne question. Et je pense que honnêtement, je ne suis pas certaine de l'état de loi. Je pense qu'il y avait une loi qui dit pour les employés du gouvernement fédéral, on a besoin d'une égalité du paie. À mon avis, ça doit être pour tous les emplois partout et on doit utiliser les cours au besoin pour que ça arrive. Merci beaucoup, Mme Fuchsman-Small. Autour de M. Héroux. Excusez-moi. Quelles mesures concrètes votre parti propose-t-il pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au niveau salarial et pour lutter contre la discrimination au travail? Évidemment, l'égalité des sexes, à la base, c'est une valeur cardinale au Bloc québécois comme partout, probablement ici au Canada, c'est sûr et certain. Donc, je pense que promouvoir ça. Pour ce qui est, comme Mme Fuchsman-Small, je ne sais pas exactement ce qu'on propose à l'intérieur de ça, mais évidemment, c'est la base de tout. L'égalité homme-femme, c'est une position sine qua non, on ne changera pas là-dessus. Merci, M. Héroux. Monsieur Veld, à vous la parole. L'égalité homme-femme, oui, c'est une valeur on a tous. Cependant, il y a aussi le concret. En particulier, c'est la parité. La parité dans la députation, la parité au Conseil des ministres. Nous sommes le seul parti qui a une parité absolue au niveau homme-femme, au niveau des candidats et candidates. Aussi, nous voulons étendre la parité aussi au Conseil d'administration des entreprises. Il y a aussi les services de santé aux femmes, les services spécifiques pour la reproduction, le droit à l'avortement partout au Canada, égal et accessible. Merci, M. Veld. Autour de M. Lauzon. Bien, c'est facile pour le Parti libéral. On est un parti d'inclusion. On est un parti pour l'équité. On est un parti aussi pour le droit des femmes, le droit de choisir. Et il y en a seulement qu'un qui est absent ici aujourd'hui, qui est à l'encontre de ces droits-là pour les femmes, qui vont laisser leur parti voter librement, de déposer des projets de loi contre l'avortement, et c'est le Parti conservateur. Je pense qu'on est tous d'accord ici que les femmes ont leur place pour l'équité et... Merci beaucoup, M. Lauzon. La prochaine question s'adresse à M. Veld. Pourquoi vous représentez-vous en 2025? En 2021, vous n'aviez reçu l'appui que de 6,7 % des électeurs de la circonscription, ce qui représente une baisse de près de 1 % pour votre parti d'Argenteuil-la-Petite-Nation par rapport à l'élection de 2019. Quelles sont vos motivations cette fois-ci? Ce sont les mêmes que la dernière fois. D'abord, la baisse de 1 %. Effectivement, le NPD a eu une baisse de 1 % au Québec, dans tout le Québec, donc aussi 1 % dans Argenteuil. C'est pas absolument... C'est égal à ce qui s'est passé dans le reste du Québec. C'est important pour nous de présenter notre programme pour les gens, pour augmenter les services publics, pour avoir une société plus égalitaire, avec, où chacun paye sa part, et pour un environnement sain. C'est des valeurs qui sont toujours valables et nous voulons présenter ce programme à tous les électeurs. Merci beaucoup, M. Veld. La prochaine question s'adresse à Mme Bertha Fuchsman-Small. Votre parti veut interdire la vente de véhicules neufs à essence d'ici 5 ans. Or, le graphite compte pour environ 28 % du poids des minéraux utilisés dans la fabrication des batteries lithium-ion qui sont utilisées dans les véhicules électriques. Si cette interdiction est mise en place, la demande pour le graphite sera ainsi largement augmentée. Un projet comme celui de la mine Miller à Grenville-sur-la-Rouge pourrait aider à répondre à cette demande.
Seriez-vous prête à donner votre appui à ce projet afin d'aider à l'électrification des transports d'ici ou préfériez-vous que l'exploitation de ce minerai soit faite dans d'autres pays où les normes environnementales seraient cependant moins strictes? Non, je ne suis pas prête à dire que le mine doit procéder ou à Grenville ou à Duhamel. Et je vous rappelle qu'il y a la possibilité de recycler le graphite. Ce n'est pas nécessaire de l'extraire directement. Il y a des façons de recycler les batteries en lithium. Et non, ce n'est pas tout à fait facile, mais ça peut être fait. Il y a une entreprise à Montréal qui commence à le faire. Madame Fuchsman-Small. La prochaine question s'adresse à tous. On entend peu de mesures pour les aînés. Pourtant, le coût de la vie a augmenté autant pour eux que pour les travailleurs. Pierre Poilievre, du Parti conservateur, a dit qu'il abaisserait de 15 % les impôts des travailleurs. Qu'est-ce que vous comptez faire pour toutes ces personnes qui ont jadis aidé au développement de ce pays? Et c'est à M. Héroux de répondre en premier. Bien, on en parlait tout à l'heure par rapport à cette loi qu'on a déposée qui fait en sorte que les aînés de 64 à 75 ans pourront avoir cette augmentation-là. Donc, ils pourront à ce moment-là avoir plus de pouvoir d'achat. Et je trouve ça tout à fait inconséquent que les aînés qui sont à partir de 64 ans jusqu'à 150 ans, s'ils le veulent, n'aient pas ces mêmes argents. Donc, c'est de déprécier ces gens-là qui ont justement bâti ce pays-là. Il est temps qu'ils reçoivent la juste part. Merci, M. Hérault. M. Veld, à vous la parole. Nous, au NPD, nous voulons augmenter le supplément de revenu garanti pour aider les aînés qui en ont le plus besoin. Nous voulons aussi abolir en collaboration les établissements privés de soins aux aînés qui les exploitent. Et nous voulons aussi donc diminuer les frais de soins dentaires et de médicaments par nos programmes. Ça va bénéficier surtout aux aînés puisque ce sont les plus grands consommateurs de ces soins. Merci, M. Veld. Autour de M. Lauzon. Plusieurs mesures qu'on a prises déjà pour les aînés. Il faut continuer. On a des petits programmes comme Nouveau Horizon qui aident beaucoup les organismes pour les aînés. On a Mieux vieillir chez soi. Il y a des programmes encore qui sont adaptés pour aider les aînés à vieillir chez soi plus longtemps. On a aussi l'augmentation du supplément de revenu garanti de 5 % pour un an. On a aussi 25 % du montant minimum à retirer du fonds enregistré de revenus de retraite. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plus important dans le régime du soin dentaire, le Bloc ont voté contre les aînés. Merci beaucoup, M. Lauzon. Autour de Mme Fuchsman-Small. Pour les aînés, je pense que c'est la même situation que pour toute la population. Ça veut dire que les gens qui se trouvent en pauvreté, aînés ou jeunes, ont besoin de soutien. Et de dire seulement que parce que quelqu'un est vieux, qu'ils ont le droit d'avoir une baisse d'impôts, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée. Ça dépend de leurs revenus. Merci beaucoup, Mme Fuchsman-Small. La prochaine question s'adresse à M. Héroux. Votre chef, Yves-François Blanchet, a indiqué publiquement qu'il souhaiterait que le prochain gouvernement canadien en soit un minoritaire. De cette façon, le parti au pouvoir aurait alors à négocier avec ceux de l'opposition pour faire passer ses lois. Est-ce un aveu que c'est la seule façon que votre parti puisse avoir un véritable pouvoir à Ottawa? On ne sera jamais au pouvoir à Ottawa. Ça, c'est sûr et certain. On ne sera jamais le gouvernement. Cependant, on aura du pouvoir. Et de cette façon, avec un gouvernement minoritaire, on aura encore plus de pouvoir. Ça, c'est certain. Donc, c'est pas la seule façon, parce que même quand il y avait des gouvernements majoritaires, le Bloc québécois pouvait s'en sortir très, très, très bien et proposait, parce qu'on est aussi des législateurs, donc on peut proposer des lois. Donc, effectivement, si c'est de cette façon-là, je crois que le Québec y gagnerait, puis on pourrait proposer des choses pour les Québécois et Québécoises. Merci, M. Héroux. La prochaine question s'adresse à Mme Fuchsman-Small. Vous dites que vous êtes présenté aux élections en raison des menaces d'activités minières dans la région. Vous faites visiblement référence au projet de la mine Miller à Grenville-sur-la-Rouge, l'endroit où vous résidez. Pourtant, l'exploitation minière et les droits miniers relèvent de la compétence provinciale. La population pourrait donc penser que vous vous présentez pour défendre un dossier personnel. Comment pouvez-vous prouver que ce n'est pas le cas? Je ne comprends pas tout à fait la question. Vous voulez dire que les lois gouvernant les mines,
c'est une responsabilité provinciale et je suis candidat fédéral, et alors ça c'est la question. Bon, il y a des lois fédéraux qui gouvernent aussi les mines. Je pense que ce sont les lois antiques qu'on a besoin de refaire. Mais non, c'est pas... Je suis candidate parce que je veux que c'est une option. Malheureusement, le 30 secondes est écoulé. La prochaine question s'adresse à tous. En 2024, le village de Grenville a souligné la fin de la restauration de la section nord du canal de Grenville, une infrastructure que la municipalité a héritée du gouvernement fédéral il y a plus de 30 ans. Pendant toutes ces années, les conseils municipaux successifs ont dû se battre afin d'obtenir le financement nécessaire pour sécuriser ce symbole de notre patrimoine. En 2025, la MRC d'Argenteuil et la municipalité demandent encore un soutien financier substantiel au gouvernement fédéral afin de lancer la phase 2 du projet, soit la restauration et la stabilisation des murs situés sur la partie sud de l'infrastructure, en plus des travaux sur les anciennes écluses. Si vous êtes élu, pouvez-vous prendre l'engagement qu'il ne faudra pas encore attendre une trentaine d'années pour que le site soit restauré dans son entièreté? Et c'est à M. Velt de répondre en premier. On a déjà un peu répondu à cette question au niveau du musée. On pense que le Parc Canada est sous-financé. Il ne permet pas vraiment à garder, à restaurer et à entretenir le patrimoine qui lui est confié. Et c'est sûr que ça doit changer. Et aussi, il y a des subventions spécifiques qui peuvent donner à des municipalités pour des projets spéciaux qui sont d'intérêt public. Et on s'engage au NPD à faire que ça se fasse rapidement. Merci, M. Veld. Autour de M. Lauzon. Je reviens à la question du canal de Grenville. Évidemment, quand j'ai arrivé en poste, c'était l'enjeu qu'on avait sur les lèvres de partout dans la circonscription, notamment de la MRC et de Grenville. Ça faisait 30 ans que ça dormait. On a réalisé le projet, la phase 1. On a créé un comité conjoint, paritaire avec le gouvernement du Québec et on a réalisé. J'ai peut-être investi des centaines de millions de dollars dans l'Internet, mais ma plus belle réalisation dans Grenville est le canal de Grenville, puis je maintiens ma position pour continuer à travailler avec eux. On va avoir les plans bientôt pour la phase 2. Merci beaucoup, M. Lauzon. Mme Fuchsman-Small, à vous de répondre. Je pense que c'est le devoir de n'importe qui est élu de cette circonscription de représenter les besoins des citoyens et leurs intérêts. Et alors, oui, je suis d'accord que c'est notre devoir de soutenir ces efforts. Merci, Mme Fuchsman-Small. Autour de M. Héroux. J'ai vraiment l'impression que ça se fera, cette deuxième passe, parce qu'on est tous unanimes là-dessus, sans problème. Donc oui, j'avais rencontré aussi les gens d'Argenteuil là-dessus, la MRC d'Argenteuil. Effectivement, si le projet numéro 1 s'est bien réalisé, tant mieux. Je crois que tout le monde ici, on est d'accord avec l'importance de l'histoire et puis l'importance donc de cet endroit-là, de ce monument-là. Donc, c'est sûr et certain que le Bloc québécois va aller là-dessus, parce que les racines, ça nous donne des ailes. Merci, M. Héroux. La prochaine question s'adresse à M. Lauzon. Cette élection marque la mise en place d'une nouvelle carte électorale, telle que déterminée par la Commission du Québec pour le redécoupage électoral. La nouvelle carte de la circonscription englobe désormais une plus grande partie de la ville de Gatineau, où vous avez été conseiller municipal de 2009 à 2015. Avez-vous eu votre mot à dire concernant ce redécoupage? Avez-vous favorisé ce changement de limite électorale afin d'aller chercher des secteurs que vous connaissez bien et dans lesquels résident des gens qui vous connaissent bien eux aussi? C'est un système démocratique. On devait se présenter dans les assemblées, devant un comité. On a commencé à faire nos représentations à Saint-Jérôme. On a commencé en Abitibi. On était partout pour voir comment est-ce que ça se faisait. Et oui, évidemment, on a fait partie du processus. Ça m'a donné l'occasion de revoir mes amis, mon ancien district électoral, Gatineau où j'ai vécu. Évidemment, pendant tout le processus, le Bloc québécois n'est jamais venu à une représentation. Ils m'ont laissé le feu vert sur toute la ligne. Merci, M. Lauzon. La prochaine question s'adresse à tous. Les organismes communautaires familles sont parmi les premiers à cerner les besoins des enfants et des familles de leur communauté. En offrant un milieu de vie accueillant et bienveillant, ils sont souvent les mieux placés pour générer un véritable changement dans la vie de ces familles. Partout, on reconnaît le rôle essentiel de ces organismes dans leur communauté. Pourtant, très peu de financement accompagne cette reconnaissance et les directions investissent beaucoup de temps pour trouver du financement afin de réaliser leur mission. Actuellement,
Seul le gouvernement provincial procure une enveloppe pour les soutenir. Le Fonds de relance des services communautaires créé par Ottawa suite à la pandémie a beaucoup aidé les organismes communautaires, mais ce fonds a été fermé l'an dernier. Si vous êtes élu, votre parti établira-t-il une enveloppe de financement permanente pour les organismes communautaires familles? Et c'est à M. Lauzon de répondre en premier. Évidemment, on a des moyens plus restreints que le gouvernement du Québec, d'autant plus que le gouvernement du Québec, le député local, a aussi un budget discrétionnaire pour aider certains organismes qu'on n'a pas au fédéral. Tout ce qu'on a comme outil chez nous au fédéral, c'est une enveloppe de publicité. Donc, je dédie 100% de mon enveloppe dans les organismes communautaires. J'ai apporté ici une liste complète d'organismes communautaires qu'on a aidés dans la région. J'en nomme quelques-unes. Le Centre communautaire Campbell, la Chambre de commerce d'industrie d'Argenteuil, la Société d'horticulture d'Argenteuil et plusieurs autres. Merci, M. Lauzon. Autour de Mme Fuchsman-Small de répondre. Je pense que la plupart de cette enveloppe, comme on peut dire, vient de la province, mais je pense que s'il y avait un parti important qui venait du gouvernement fédéral, qui maintenant a cessé, je serais d'accord de le rouvrir. Merci, Mme Fuchsman-Small. Autour de M. Hérault. Effectivement, cette enveloppe se doit d'être pérennisée. À chaque année, ça devrait être toujours là. Je suis allé m'asseoir avec plusieurs tables de ce temps-ci, puis effectivement, et le provincial et le municipal aussi, là, à moindre mesure, jasent avec eux autres et puis vérifient. Et la pauvreté, c'est pas municipal, mais c'est au municipal qu'on le voit le plus rapidement possible. Et je crois que le fédéral doit aider, avec cette enveloppe, à continuer de donner des sous et peut-être même davantage. Merci, M. Hérault. M. Velt, à vous de répondre. Les organismes communautaires sont une partie très importante de la communauté pour aider les plus vulnérables et ils méritent tout le soutien. C'est sûr qu'ils sont toujours, le soutien est toujours insuffisant. Ça semble effectivement surtout une responsabilité provinciale, mais ça serait très utile de pérenniser le soutien fédéral et c'est le rôle du député de faire le lobbying pour que les organismes communautaires de sa circonscription aient le meilleur financement possible. Merci, M. Velt. La prochaine question s'adresse à M. Héroux. Vous habitez dans la nouvelle circonscription des Pays d'en haut. Pourquoi ne pas avoir brigué ce comté au lieu de celui-ci? Si vous êtes élu, comptez-vous déménager dans la circonscription que vous représentez? Oui, j'habite à 15 minutes, en fait, de la circonscription. Je suis juste à côté. Pierre aussi. Ça a été une redécoupe aussi, là, cette nouvelle circonscription-là. Alors, voilà quelques autres élections j'étais dans la circonscription. Voilà bien les années. Donc, effectivement, M. Lauzon, quand il a été député la première fois, n'habitait pas non plus la région. Donc, je pense que ce qui est bon pour Pitou doit être bon pour Minou aussi également. Donc, évidemment, je verrai le cas échéant. Ça me ferait grand plaisir de faire ce 15 minutes et éventuellement peut-être d'être des d'autres. Merci beaucoup, M. Héroux. La prochaine question s'adresse à tous. Quelle est, selon vous, la valeur qui représente le mieux votre parti et, en contrepartie, nommez un défi auquel il doit faire face? Madame Fuchsman-Small, vous êtes la première à répondre. Je pense que le Parti vert est bien connu pour ses soucis pour l'environnement. Et je pense que le défi, c'est de répondre, par exemple, aux lettres ouvertes des maires à travers le pays qui nous ont rappelé que la crise climatique est actuelle, c'est maintenant, ça nous afflige et on a besoin de faire quelque chose. Merci, Mme Fuchsman-Small. Monsieur Martin Héroux, à vous de répondre. On se recoupe aussi là-dessus sur l'environnement au Bloc québécois, évidemment, parce que ce qu'on veut, nous, c'est un pays pour nos enfants à venir. Donc, l'environnement, si on n'a pas la base, on n'aura rien de ça. Deuxième partie de la pyramide, moi, je dirais que c'est plus la gestion de l'offre, l'agriculture, qui fait en sorte que les gens peuvent se nourrir sur le territoire. Et puis, après ça, on a la culture en tout pointu de pyramide, qui fait en sorte que ça nous définit qui nous sommes. Et puis, plus ça va avec ce qui se passe au niveau des frontières, ce qui se passe au niveau mondial. Merci beaucoup, M. Héroux. M. Velt, à vous de répondre. La principale valeur de notre parti, c'est de prendre soin les uns des autres, d'avoir des bons services publics, de faire que personne ne soit laissé en détresse sur le bord de la route. Le principe est, bien sûr, aussi l'environnement pour les futures générations. Le principal défi, c'est que nos adversaires disent que notre programme n'est pas bon pour l'économie. C'est absolument faux. Réduire les inégalités, avoir une meilleure distribution de la richesse, c'est bon pour l'économie, ça fait circuler l'argent, ça fait acheter des biens
Ça enlève l'argent aux ultra-riches qui les placent dans les paradis fiscaux. Merci beaucoup, M. Veld. M. Lauzon, à vous la parole. Oui, vous savez, je suis en politique depuis 2009. J'ai eu l'occasion de voyager à travers le Canada et à travers le monde. J'ai été secrétaire parlementaire pour 11 différents ministres dans notre gouvernement canadien et jamais j'ai eu autant un défi qu'aujourd'hui, qui est les États-Unis avec Donald Trump. Je trouve un peu aberrant qu'on a d'autres priorités. C'est correct qu'on ait d'autres priorités, mais que la principale ne soit pas les négociations avec les États-Unis et le marché international. C'est ce qu'il faut mettre en premier. Merci beaucoup, M. Lauzon. Le temps est écoulé. Nous sommes maintenant rendus à notre dernière question. Elle s'adresse à tous. Malgré les différences entre vos plateformes, vous êtes tous des êtres humains. Pouvez-vous dire quelque chose de positif à propos de chacun de vos adversaires? Monsieur Héroux, à vous la parole. Très bonne question. J'aime ça. C'est intéressant. Ben, c'est bon. Le NPD, ils sont collaboratifs. Ils veulent collaborer. C'est excellent pour ça. Le Parti libéral, je pense qu'ils veulent le meilleur pour le pays. Je pense que c'est l'ensemble des partis qui sont de cette façon-là. Le Parti vert, je crois que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes pour la jeunesse qui s'en vient et pour l'avenir. Et je pense que c'est indéniable que c'est la valeur cardinale qu'on devrait tous avoir. Merci, M. Héroux. M. Veld. Moi, je pense qu'on a vu lors de ce débat que malgré certaines différences, on a beaucoup de choses en commun. Je pense que dans le débat canadien, il est important de voir que nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne voulons pas, comme aux États-Unis, qu'on veuille tuer ou éliminer l'adversaire. Je pense qu'il faut garder ça et garder cette possibilité, cette ouverture à écouter les autres et à collaborer avec les autres partis. Merci, M. Veld. M. Lauzon, à vous la parole. Bien, chez nous, au Parlement, en Chambre des communes, on a des amis dans toutes les parties. Vous savez, il est régulièrement que je traverse l'île pour parler avec le Bloc québécois. J'ai des amis un peu partout. J'ai mon amie, Mme Elisabeth May, qu'on parle régulièrement avec le Parti vert. On a des super bons échanges. Je suis un fan de Mme May. On a eu une collaboration avec le NPD qui nous a forcés à communiquer ensemble. Dans les comités, on a fait des ententes avec les différents partis pour contrer les conservateurs et c'est une vague d'amour. Merci beaucoup, M. Lauzon. Mme Fuchsman-Small, à vous de répondre. Je pense que ce soir, on a vu que c'est possible d'avoir un débat civil et je remercie tous les autres candidats pour leur gentillesse avec moi. C'est peut-être parce que je suis la vieille femme, mais je l'apprécie. Mais je pense que aussi on a entendu que tout le monde a des soucis pour l'environnement. Tout le monde a des soucis pour le futur et pour les gens vulnérables. Et ça Merci je beaucoup, me touche. Mme Fuchsman-Small. Nous allons maintenant terminer notre émission avec un mot de la fin de chacun des candidats. Ils auront 30 secondes pour pouvoir faire ce message. Nous allons y aller en ordre inverse de l'ordre de présentation du début. Ce sera donc à M. Héroux de commencer. Eh bien, à la lumière de ce débat, on voit qu'évidemment, on a des positions peut-être un peu diamétralement opposées, mais nous, au Bloc québécois, on dit il faut maintenant mettre sur votre papier de plus en plus de gens du Bloc québécois pour qu'on représente le Québec à la table des négociations qui s'en vient. C'est très important et pour garder notre gestion de l'offre et pour prioriser l'économie québécoise. Merci, M. Héroux. Mme Fuchsman-Small, à vous la parole. Merci. Le Canada est un pays riche en ressources, riche en habileté de la population, riche en diversité de ses peuples. Et c'est honteux d'avoir des sans-abri, des gens affamés, des communautés autochtones sans eau potable. L'argent est là, mais tellement mal distribué. Ici, au Canada, on valorise communauté et générosité. Et nous allons mieux faire. Merci, Mme Fuchsman-Small. M. Lauzon, à vous la parole. Bien, j'ai eu l'occasion de vous servir, de vous entendre et de prendre connaissance des enjeux. Aujourd'hui, c'est un choix important qui s'offre à vous. Votez pour des candidats sans expérience dans la circonscription concrète, ni réelle des connaissances pour nos communautés, ou réélire quelqu'un d'expérience qui a su vous défendre pendant plus de 10 ans. J'ai su livrer, les résultats sont là. Le moment est grave. Nous avons besoin d'un premier ministre efficace pour tenir tête à Trump, et la personne, c'est moi dans Argenteuil, la petite nation. Merci, M. Lauzon.
Monsieur Veld, à vous l'honneur de terminer ce débat. Dans ces moments difficiles, c'est le moment vraiment de décider ce que nous sommes comme Canadiens et Québécois, ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est une société plus juste, moins d'inégalités, où chacun paye sa part, une société avec des meilleurs services publics, un environnement sain, une bonne exploitation de nos ressources naturelles, durable et rigoureuse, pour léguer une bonne planète à nos enfants. C'est au NPD, on est pour ça. Si vous avez à cœur ces objectifs, votez pour le NPD, votez avec votre cœur. Merci beaucoup, M. Veld. C'est ce qui termine ce débat des candidats au poste de député de la circonscription d'Argenteuil, la petite nation. Nous espérons que cette émission vous a éclairé dans le choix que vous allez faire lorsque vous irez voter. Rappelons que le jour du scrutin est le 28 avril, de 9h30 à 21h30, et les journées du vote par anticipation sont du 18 au 21 avril, de 9h à 21h. Nous voudrions remercier chacun des candidats qui se sont prêtés au jeu de ce débat, ainsi qu'à l'équipe technique de la TVC d'Argenteuil, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Finalement, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mon nom est Francis Legault et je vous souhaite une bonne fin de soirée.